faire une vidéo qui va traiter du sujet de la cybernétique. La première question que je te poserai, c'est peux-tu te présenter rapidement? Alors, j'ai fait des études scientifiques, je suis passé par les classes prépa, j'ai fait une école d'ingénieur en mathématiques appliquées et en informatique qui s'appelle l'ENSIMAG, qui est à Grenoble, dans un haut lieu, on en parlera tout à l'heure, de la cybernétique aujourd'hui. Et j'ai fait de la psychosociologie pendant 3 ans. Et puis peu intéressé par le métier d'ingénieur dans le monde actuel en tout cas, peut-être il y a 100 ans ça m'aurait plus. J'ai décidé de changer de carrière et maintenant je suis enseignant en libéral pour les classes prépa essentiellement. Maths Sup, Maths Spé, prépa, HEC, voilà. Du coup, comment as-tu pris conscience de la cybernétique de manière générale? Alors, je reviendrai un peu du coup sur mon cursus pour dire que dans l'école d'ingénieur où j'étais, donc on m'a appris les mathématiques appliquées et l'informatique, on a repris l'informatique à zéro, on repart de la machine de Turing et dans nos différents travaux à l'école, on a eu l'occasion de refaire une petite calculatrice électronique ou carrément un compilateur, c'est-à-dire un programme qui sert à transformer un langage pseudo-anglais de programmation en langage assembleur qui lui-même va s'interpréter par des 0 et des 1 dans la machine. Donc en gros, on a revu à peu près tout le processus de traitement de l'information et de fonctionnement d'un ordinateur. Avec ça, on a eu pas mal de cours autour de l'optimisation de ces concepts-là. Moi, ça m'a pas mal intéressé. J'ai fait une spécialisation en ingénierie financière et j'ai refait ensuite une spécialisation en logistique, programmation linéaire en nombre entier, recherche opérationnelle, optimisation combinatoire, ce genre de choses. Et à l'époque, je trouvais ça absolument génial. J'ai adoré aussi la théorie de la décision, la théorie des jeux, qui va être pas mal impliquée aussi dans la cybernétique. Mais à l'époque, j'ai jamais entendu le mot. Et tout ça m'a d'une certaine manière un peu formaté dans le sens où j'essayais de mettre en équation la vie, j'essayais de mettre en équation le monde autour de moi, j'essayais de modéliser tout un tas de choses pour les optimiser. D'ailleurs, par rapport à ma vie courante aussi, tout un tas de choses, tout un tas de processus, même rien que de faire ses courses, comment faire le plus court chemin dans le magasin, ou tout ce genre de trucs. Pas mal de gens y pensent, mais moi j'avais les outils pour les mettre en œuvre, donc je me suis amusé à faire ce genre de choses. Et j'étais obsédé par cette idée d'optimiser. Parce que présenté sous un certain angle, faire plus de choses avec les mêmes ressources, ou faire ce qu'on avait décidé au départ avec moins de ressources, moins de temps, moins d'énergie, je trouvais ça génial. Donc je me suis vraiment englué là-dedans sans me rendre compte à un point où c'est devenu quasi obsessionnel. Et à ce moment-là, j'ignorais totalement ce que c'était que la cybernétique. J'avais même des espèces d'aspiration vers ce que j'ai découvert ensuite comme étant une sorte comment dire, la société s'articule dans cette direction depuis un certain temps, mais moi d'une certaine manière je le souhaitais à la fin des années 90 et je pensais que c'était une évolution bienfaisante, intelligente, etc. Mais sans m'en rendre compte plus que ça. J'ai rencontré, à chaque fois que je voyais le préfixe cyber quelque chose, où j'avais déjà vu ce mot cybernétique, mais pour moi cyber ça veut dire ça renvoie à internet. Cyberespace, cybercafé, cyber je ne sais quoi. Tout ce qui était cyber, pour moi, ça voulait dire truc internet, en gros, quoi. Sachant que j'ai aussi découvert internet dans la fin des années 90 avec des débits de 100 mégaoctets secondes qu'on n'a pas encore chez nous avec la fibre optique. Parce qu'il se trouve que mon école était en connexion directe avec des labos américains par fibre optique. Et c'était le centre européen où on avait ces connexions-là. Bref, pour dire que j'ai compris petit à petit qu'il s'agissait de quelque chose de l'ordre de l'organisation, de la gouvernance d'une certaine manière. J'avais pas du tout perçu ça comme ça. Pour moi c'était vraiment le gadget, c'était vraiment le côté internet. Du coup, comment appréhendes-tu la genèse de la cybernétique? Alors voilà, ce que je découvre sur la suite, c'est qu'est-ce que la cybernétique et comment ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Alors, bon, on pourrait remonter plus loin, mais je vais essayer de faire rapide. Je vais reprendre en gros 3 axes. L'apparition du recensement au départ. Alors désolé, j'ai regardé un petit peu mes notes. Donc en fait, le rôle du recensement au début, c'était sur 2 critères par rapport à l'idée d'une gestion des masses. C'était lever l'impôt. Donc il fallait savoir combien il y avait de foyers en France et quels étaient leurs moyens pour les payer. Et ensuite,
faire le bilan des ressources humaines du pays dans le sens militaire. C'est-à-dire, si on part à la guerre, on a combien de gars qui sont prêts à y aller, en âge d'aller se battre. Alors là, je vais revenir vite fait sur le... Donc on a l'installement d'un recensement au Moyen-Âge, petit à petit, qui s'articule sur ces deux choses-là en particulier au départ. Juste deux petits points de vocabulaire entre parenthèses pour dire que Polistia, du latin, ça voulait dire organisation rationnelle de l'ordre public. Et voilà, ça débouche sur police derrière, aujourd'hui dans un sens policier. Statistique, c'est quelque chose donc, qui apparaît en 1771. Originellement, ça désignait la science de l'État. Donc l'idée des statistiques, dans le prolongement du recensement, c'est de faire état de autre chose que l'impôt à prélever et le nombre de gars qui peuvent aller à la guerre, mais en gros, quelles sont les ressources du royaume. Donc ça apparaît en 1771 pour désigner la mesure des forces de l'État. Necker crée en 1784 le premier bureau de statistique français. Ensuite, c'est Lucien Bonaparte et Jean-Antoine Chaptal qui vont organiser en 1801 le premier grand recensement fiable de la population française. Et après, ces choses-là vont vraiment s'installer un peu partout et s'automatiser avec un gros bond en avant en 1896 avec les cartes perforées. C'est-à-dire que c'est un Allemand qui avait émigré aux États-Unis qui a monté cette machine à trier les cartes perforées et dont l'entreprise a été rachetée par un consortium américain et qui a mis à sa tête un certain Watson qui est devenu le patron d'IBM et qui va jouer un rôle fondamental, on y reviendra tout à l'heure, avec ses cartes perforées sur le recensement. À partir de 1962, le recensement il va être stocké sur des bandes magnétiques et à partir des années 70, ça va être géré par ordinateur. Alors pour le problème de la collecte des données qui se pose déjà avec le recensement, et qui dit recensement dit aussi plus on l'affine, plus il y a une carte d'identité avec des tas de choses écrites dessus, qui devient obligatoire, etc., etc. Donc ça permet à l'État d'articuler pas mal de choses, de cadrer pas mal de choses. Ce que je voulais dire c'est sur la collecte des données, parce qu'on va en reparler tout à l'heure, mais l'idée de collecter des données, on pourrait dire bon bah en soi c'est pas ça le problème. Le problème c'est qu'est-ce qu'on fait des données collectées. Et surtout, si on opère sur cet usage des données un contrôle politique, a priori, ça va plutôt dans le bon sens, pour en faire des bonnes choses. Alors moi, ça, je voudrais répondre que ce ne sont pas les applications ou l'usage qu'on va faire des données, mais l'idée de la statistique elle-même qui contient ce rapport d'instrumentation du monde, ce rapport technico-rationnel et ce traitement des individus comme des numéros, comme des objets, comme du bétail. La collecte des données induit par elle-même la gestion des populations et la réification, la chosification de l'humain. Donc en soi déjà il y a quelque chose de technicien et d'un peu mortifère qui est intrinsèque à la notion même de la statistique à mon avis. Et de la collecte de données, quel que soit son usage en fait. Alors ensuite, donc statistique, recensement, alors maintenant il y a la théorie de l'information. Bon, je ne vais pas revenir sur la genèse de ça, en particulier suite aux travaux sur la quantique, etc. Bon, enfin bref. Donc théorie de l'information et informatique vont faire un gros bond en avant et faire imaginer, avant même les ordinateurs, la machine informatique est déjà conçue. Il y avait eu la machine de Turing, mais Wiener a travaillé sur des machines mathématiques et a réemployé le terme de cybernétique. Alors, réemployé, on va y revenir tout de suite. Alors, le terme de cybernétique, qui vient du grec kubernetes, pilote-gouverneur, donc l'idée c'est gouverner un bateau. C'est un concept qui va adhérer assez vite à la notion de société pour gouverner la société comme on gouvernerait un navire. Alors le terme va être utilisé en 1834 par André-Marie Ampère pour désigner l'art de gouverner les hommes. Wiener, quand il va reprendre ce terme en 1947 pour baptiser, nommer cette discipline dont il est, sinon le père fondateur, l'un des principaux, il va quand même préciser que c'est pas ce qu'il entend par là. Lui, il entend par là, mais c'est connexe, la science des mécanismes autogérés et du contrôle. Ou on peut aussi la définir comme science de la commande et de la transmission des messages chez les hommes et les machines. Ou plus simplement comme science du gouvernement.
Alors, dans cette cybernétique, il y a un concept clé qu'il faut connaître, c'est le principe de rétroaction, qui est aussi appelé, et c'est pas pour rien d'une certaine manière, c'est pas gratuit, principe d'asservissement. Le principe est assez simple, c'est qu'un processus qui va opérer quelque chose va produire des résultats. Et l'idée, c'est de se servir des résultats pour régler la machine, le process en amont, changer ses paramètres pour qu'il se rapproche plus du résultat ou il ne s'en écarte pas. Donc derrière, il y a l'idée de l'homéostat, c'est-à-dire d'avoir un état, d'être un peu toujours dans le même état. C'est l'idée d'un espèce d'équilibre. Alors en cybernétique, il n'y a pas forcément qu'un équilibre, mais l'idée c'est de naviguer entre des états d'équilibre qui sont entre guillemets sous contrôle. Un exemple très simple pour comprendre ce principe, c'est le thermostat sur une chaudière. La chaudière, on la met en route, le gaz, ou le fioul, ou n'importe, ça fait chauffer, et puis si on met le thermostat sur 22 degrés, ça mesure la température entre guillemets en sortie du processus, on brûle un hydrocarbure et à la sortie on récupère une température qui monte tant que ça brûle, et hop, quand on dépasse les 22, ça éteint la source, et puis si on redescend un peu en dessous, après c'est genre à 22,5 ça coupe, et si on est à 21,5 ça remet en route, c'est-à-dire qu'il y a toujours un thermomètre à la sortie qui, suivant la température qu'il affiche, va réenclencher ou éteindre le mécanisme pour stabiliser la température choisi sur le thermostat. Donc après on retrouve ce principe d'asservissement dans énormément de choses, et moi personnellement dans mes études je l'ai vu de plein de manières, notamment en électronique, pour stabiliser des systèmes ou pour leur faire avoir des comportements qu'on souhaite. Alors, à l'origine du déploiement du courant de la cybernétique, il y a les conférences Massey aux États-Unis, entre 1942 et 1953, qui ont réuni un groupe interdisciplinaire de mathématiciens, de logiciens, d'anthropologues, de psychologues, d'économistes. Ces derniers s'étaient donné pour objectif d'édifier une science générale du fonctionnement de l'esprit. Rien que ça. Et l'idée, c'était de recréer une sorte de cerveau artificiel et de s'inspirer de la manière dont fonctionne le cerveau tel qu'on la connaissait pour produire des mécanismes interagissants, un peu comme dans notre tête, pour traiter l'information et aboutir à des résultats. Alors là, je vais faire une petite parenthèse sur un autre principe qui est de la modélisation mathématique. Alors pour dire déjà que la modélisation mathématique, on remarque qu'on y reviendra peut-être après dans la suite, mais pour dire qu'une modélisation mathématique, c'est forcément une simplification et une chosification. C'est-à-dire qu'on part de quelque chose qui n'est pas forcément une chose, et on la transforme en chose et simplifiée, parce que le modèle ne peut pas tenir compte de la réalité du truc, rien que par le fait qu'on ne le maîtrise pas encore assez bien sur le plan scientifique. Le fonctionnement du cerveau, aujourd'hui on en sait beaucoup plus qu'il y a 70 ans, mais on a encore beaucoup de choses qui nous échappent. Ou sur le génome, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure aussi, en fait plus on en apprend et plus on se rend compte que c'est plus compliqué que ce qu'on pensait. Alors ensuite, un autre principe important dans la cybernétique, c'est le fait que quand on modélise mathématiquement quelque chose dans un système, qu'il soit physique, chimique, économique, écologique ou même social, on va lui greffer un système pilote. Et ces deux systèmes, on les décrit avec le fait qu'ils ont des états, c'est-à-dire que par exemple pour une configuration neuronale, il y a tels neurones qui sont en train d'envoyer du courant, et puis tels autres qui vont être récepteurs à ce moment-là, puis ça se déplace au cours du temps, etc. Plus le système tel qu'il est modélisé pour la chose de départ contient une variété d'états, un grand nombre d'états, plus le système qu'on lui greffe pour le piloter doit en contenir beaucoup, pour une grande variété aussi, pour pouvoir réduire celle du système à piloter. Parce que le principe du pilotage, un des principes du pilotage peut être de canaliser le système de départ dans un certain nombre d'états d'équilibre pré-choisis. Et l'idée c'est de réduire tout un tas de possibilités. En gros, pour pas que ça déconne et que ça reste dans les rails qu'on a décidé, il faut que le système pilote il réduise le nombre d'états possibles, la variété d'états dans le système de départ. Donc ça d'une certaine manière, ça
ça appauvrit, à partir du moment où on appauvrit la variété du système de départ, on a un appauvrissement. Alors, après, suivant l'angle dont on considère, on peut voir ça plutôt comme un bien, hein, si c'était une situation chaotique par exemple, mais on y reviendra aussi plus tard pour parler un peu des critiques, des limites de tout ça. Lorsque on a modélisé le système et qu'on y a mis le système de pilotage, on a des réorganisations spontanées des parties du système qui peuvent produire des états nouveaux, qui n'étaient pas prévus au départ, même des processus nouveaux, qui vont déboucher sur éventuellement une réorganisation complète du système. Et là, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la deuxième cybernétique, c'est les principes de morphogenèse, donc de fabriquer des nouvelles formes, et d'émergence. C'est-à-dire que des états de stabilité qui n'avaient pas été entrevus au départ, par la réorganisation systémique, vont apparaître. Et on peut chercher, avec le système de pilotage, à les faire apparaître en essayant de les désigner à l'avance. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque des conférences Massy, il y a un article qui a été écrit par un journaliste du Monde, Dubarle, qui a regardé de près la naissance de cette science et qui fait un certain nombre de spéculations pour l'avenir, qui réfléchit sur le sujet. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que 1948, c'est l'année où Orwell écrit 1984. Il a inversé 2 chiffres. Et quelque part, il me semble assez évident qu'il a été influencé dans l'écriture de son roman par cette science naissante. L'article s'appelle « Une nouvelle science, la cybernétique, vers la machine à gouverner » et c'est sous-titré « La manipulation mécanique des réactions humaines créera-t-elle un jour le meilleur des mondes ?» Alors, bon, l'article est un peu long à la lecture, je le conseille évidemment aux internautes, c'est facile à trouver avec le titre. Il y aura sûrement un petit lien dans l'image là. Donc, je vais essayer de résumer en quelques points ce que dit cet article. Il commence par dire qu'il y a des gros ordinateurs américains sur des centaines de mètres carrés qui ont vu le jour récemment et qui ont une capacité de résolution de calcul complètement décuplée. Que l'avènement de cette science est sûrement beaucoup plus important que la conquête de l'énergie nucléaire et de la réalisation de la bombe atomique, sachant que ça vient juste de commencer et que les pays ne sont pas encore tous équipés et que c'est un peu la course à l'arme nucléaire à l'époque. Et il se laisse imaginer tout un tas de choses, l'utilisation de ces machines comme combler l'essence manquant, par exemple pour un aveugle, écouter un texte écrit qui serait lu par une machine. Il imagine une bibliographie qui serait automatique sur toute question et qui puiserait dans toutes les bibliothèques du monde. Donc ça, c'est des projets qu'on a aujourd'hui. Une machine à prévoir les tendances boursières. Donc ça, pour avoir fait de l'ingénierie financière, on fait du calcul stochastique pour essayer de faire un minimum de prédictifs à très court terme pour faire circuler, pour faire des transactions. Une machine à gérer des services comme par exemple le tri postal, où il dit pour bientôt, si ça se développe assez vite, on peut penser qu'assez prochainement on pourra faire de la gestion bancaire avec, pour les comptes courants des gens, etc. Il parle aussi de machines à jouer, par exemple il donne l'idée que cette machine puisse jouer aux échecs et battre un joueur de force moyenne, parce que calculant 5 coups à l'avance, parce que connaissant des principes de maths en 3 coups, ce genre de choses. Il cite l'ouvrage de Norbert Wiener qui vient de sortir en expliquant que ce livre est assez extraordinaire, donc Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine. Il parle de l'aube d'une nouvelle science qui rassemble énormément de disciplines scientifiques, algébristes, géomètres, logiciens, statisticiens, électriciens, ingénieurs en communication, biologistes, spécialistes du système nerveux, jusqu'à des psychopathologistes. Il décrit comment la façon de traiter les données s'inspire du cerveau et réciproquement sert à l'étudier, et pousse l'analogie jusqu'à prendre le plantage ou le bug pour des psychopathologies de la machine. Il imagine une machine à collecter toutes les informations pour les traiter rationnellement. Il imagine un appareil d'État couvrant tout le système de décision politique. Alors soit dans un régime de pluralité des États, mais ce serait peut-être un peu compliqué pour les interactions, soit dans un régime apparemment beaucoup plus simple d'un gouvernement unique de la planète, et il pose la question pour le bien ou pour le mal.
il développe l'idée d'un jeu de l'homme auquel l'État cybernétisé acculerait plutôt nécessairement tout homme, lui proposant le dilemme la ruine quasi immédiate ou bien la coopération suivant le plan, et cela sans violence étrangère, rien qu'en jouant le jeu. C'est-à-dire que ça incite, on voit bien qu'on a le choix, mais en même temps on l'a pas vraiment, mais il n'y a pas de violence. Et il dit que les amateurs de meilleurs des mondes ont bien de quoi rêver avec tout ça. Hein, je rappelle que le meilleur des mondes a été écrit une décennie avant, par Aldous Huxley. Il parle du problème des volumes de données et de la complexité du traitement, mais bon, aujourd'hui c'est partiellement résolu, hein, tout le monde a entendu parler du big data et de la collecte des données, qui est en pleine explosion en termes de quantité. Il explique à la fin l'importance de créer une conscience de masse pour stabiliser le système. Alors ça, c'est pas tout à fait anodin quand même, et il pense même à un dispositif de paralysie des consciences de masse en cas de problème. Et il met en garde contre le surgissement du coup d'un prodigieux léviathan politique, devant lequel celui de Hobbes passerait pour une agréable plaisanterie. Et il termine son article en disant « Nous risquons aujourd'hui une énorme cité mondiale où l'injustice primitive, délibérée et consciente d'elle-même serait la seule condition possible d'un bonheur statistique des masses, un espèce de monde qui serait pire que l'enfer pour toute âme lucide, en gros. Que la seule manière de le supporter, ce serait d'être justement dans la conscience. » Bon, alors, je voulais parler du fait de cet article parce que les gens sont très vite conscients dès le début de la cybernétique d'un potentiel totalitaire monstrueux d'une sorte de méga machine qui déciderait à notre place et qui s'occuperait de prendre en main nos vies. Alors à ce titre, je voudrais préciser que Wiener a intervenu clairement lui-même pour délimiter un certain nombre de choses et les pères de la cybernétique ne sont pas des gens au départ mal intentionnés qui veulent nous embarquer dans un furieux projet de totalitarisme, de tout gouverner par la machine, de donner les manettes à quelques-uns. Ils sont assez prudents par rapport à ça, donc pour dire casser des idées conspirationnistes sur le sujet, même si d'un autre côté, malgré la prudence, l'honnêteté, la sincérité, la réflexion et l'autocritique de gens comme Wiener, ça a été ensuite, ça a évidemment plu à des centres de pouvoir. C'est pas anodin que la Fondation Rockefeller ait participé au financement de toute une branche de la cybernétique qui va déboucher sur des tas de choses comme l'école de Palo Alto, etc. Et derrière, il y a évidemment des enjeux de pouvoir assez énormes. Bon, sinon je voudrais quand même citer quelques phrases de Wiener que je trouve intéressantes pour dire un peu à sa décharge pour des gens qui diraient mais quel ignoble individu, pas vraiment. Il a déclaré par exemple la cybernétique est une arme à double tranchant, tôt ou tard elle vous blessera profondément. Et cette phrase elle a été très mal prise par le pouvoir américain. Il a aussi pas mal râlé contre le macartisme et tout un tas de choses parce que justement avec le recensement et une approche un peu cybernétisée on pouvait traquer des gens. On reviendra sur des exemples historiques. Et bref, pour mettre en garde, pour dire que ceux qui trouvent ça génial et qui voudraient justement s'approprier ça pour s'en servir d'un super outil de pouvoir risquent de se blesser profondément avec aussi à terme. Dans des lettres qu'il a écrites en 1945, il évoque le fait qu'il hésitait à abandonner la recherche scientifique faute de pouvoir contrôler les usages qui en étaient faits. Et dans Cybernétique et Société, un de ses ouvrages majeurs de 1952, il écrit « Transférer sa responsabilité à une machine, qu'elle soit ou non capable d'apprendre », donc il précise que peut-être on arrivera à faire des machines comme ça, c'est lancer sa responsabilité au vent pour la voir revenir portée par la tempête. Donc quand même, il essaye de dire allons-y calme avec ça, et Wiener avait beaucoup insisté personnellement sur le fait que pour lui la cybernétique ne devait jamais prendre une dimension sociale, devait rester dans le champ de la technique. Le problème c'est que la frontière est un peu floue, mais il tenait beaucoup à ça, à ce que ça ne prenne pas en charge l'aspect social des humains. Cependant, existe-t-il historiquement des dérives dans ce sens? Alors, c'est un peu antérieur à la cybernétique, mais on est exactement dans ce mouvement-là. Tout à l'heure, si je parlais des statistiques du recensement, c'était parce que ce qui a fait exploser ces pratiques et ce qui les a mécanisées et rendues extrêmement efficaces et qui les a déployées sur
le recensement pas que des humains pour payer les impôts et pour partir à la guerre, c'est l'usage qu'on a été fait principalement par IBM sous le Troisième Reich. Bon, je ne vais pas revenir beaucoup sur l'histoire de Watson, mais ça vaut vraiment le coup de lire le bouquin IBM et l'Holocauste. Enfin, moi, ce livre pour moi était un vrai choc. Explique ce que tu me disais, tu sais que l'importance d'IBM. Alors, IBM, le truc c'est qu'ils ont commencé à se déployer super bien en faisant un petit peu comme Rockefeller d'ailleurs, de la concurrence déloyale, en sabotant les trucs des autres, etc. Le patron d'IBM, Watson, au départ c'est un vendeur de piano qui était célèbre pour jamais rater une occasion d'en vendre un. Il allait avec sa charrette avec un piano dedans dans les fermes et il revenait sans son piano. Donc il était assez fort. Et lui, ça l'a pas trop gêné d'avoir les mains sales et de bien bourriner pour s'installer. Il est rentré dans les petits papiers du gouvernement, il leur a servi à faire pas mal de choses et il s'est déployé sur des filiales à l'étranger. À l'étranger, il avait une filiale historique, c'est le nom du gars qui a inventé la première machine qui ne me revient pas. Gars qui est devenu à moitié givré, hein, qui était parano, qui avait des barbelés électrifiés autour de sa baraque aux États-Unis et qui tirait sur les chats qui s'approchaient de son jardin. Bon, il était super nul en affaires et il voulait rien lâcher, il était complètement psychorigide. Watson, beaucoup plus coulant, a vraiment réussi à développer un empire. IBM, c'est vraiment le premier empire pré-informatique. Et a ravivé une filiale en Allemagne, qui était la Deomag, qui faisait historiquement partie du truc, parce que l'inventeur était allemand et avait ouvert une succursale là-bas. Il avait des royalties par rapport à des brevets. Et à partir du moment où Hitler s'approche du pouvoir, à IBM, on lorgne tout ça de près, parce qu'on imagine bien ce qu'ils vont avoir en termes d'idées de politique raciale et ce genre de choses. Et le recensement, pour ça, ça va être du pain béni. Et dès que Hitler arrive au pouvoir en 1933, IBM déploie énormément leurs propositions de travaux pour le régime nazi. Et en gros, ils vont leur proposer de traquer les juifs et de leur dire, pour récupérer pas mal d'argent, pour préparer la guerre, pour avoir un vrai bouc émissaire, c'est bien de le dire, c'est bien d'avoir sur le papier, mais il faut peut-être passer aux actes et définir une politique raciale. Alors nous, on peut vous aider à trouver les juifs. Et de lancer un recensement avec des cartes perforées qui allait de plus en plus loin, parce que là, j'aurais même bien aimé à la limite citer une phrase du livre que je sais trouver assez vite, que j'ai trouvé assez hallucinante. L'idée c'est que IBM va proposer aux nazis à chaque fois la solution d'après parce qu'ils y ont déjà réfléchi. En gros ils disent mais vous voulez qu'on arrête les juifs, mais qu'est-ce que vous appelez un juif? Est-ce que c'est quelqu'un qui a ses deux parents juifs? Est-ce que c'est quelqu'un qui a juste une mère juive? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui a un grand-parent juif, donc un quart de sang juif entre guillemets, ou ce genre de choses, sachant que sang juif c'est débile, mais enfin bref c'est comme ça à l'époque, et va obliger les nazis à reformuler leur demande et en leur disant « Ah bon, vous voulez des gens qui ont un 16e, seulement un 16e pour vous, c'est bon? Ok, ben, on a déjà la solution, c'est bon. » Et après, en poussant plus loin, ils vont même aller éplucher toutes les archives historiques pour essayer de retrouver les généalogies qui remontent à plus de la Révolution, enfin de l'époque de la Révolution française, pour les retrouver. Et en parallèle, ils vont leur proposer tout un tas de solutions, comme par exemple l'automatisation de la bourse de Berlin. Je crois qu'historiquement c'est la première automatisation boursière. Ils vont les encourager, ils sont au courant en avance de leur plan de conquête de l'Europe. Et la Blitzkrieg, qui d'ailleurs, petite très courte parenthèse, organisée par un pays qui n'a pas de ressources en pétrole. C'est quand même assez marrant de baser sa guerre sur le pétrole quand on n'en a pas. Donc merci Rockefeller au passage. Et puis merci aussi à General Motors et Ford d'avoir participé à l'effort pour les véhicules. Mais d'avoir le pétrole et les véhicules, ça ne suffit pas. Parce que cette guerre éclair, elle innove et elle a besoin d'une chaîne logistique derrière dingue pour le ravitaillement au fur et à mesure que les lignes avancent, etc. etc. Qui gère ce ravitaillement? IBM gère la logistique, toujours avec ses cartes perforées. Ensuite, le fait de savoir qui sont les juifs, bon, bah, après ça va être les déporter et pour les mettre au travail. Et les mettre au travail en prévision de l'effort de guerre ou pendant l'effort de guerre, ça se précise franchement pendant la guerre, c'est encore IBM qui va organiser la logistique au niveau des trains.
Déjà, la logistique ferroviaire du Reich, de plus en plus, c'est IBM qui la gère. Et qui va dire, quand vous commencez à regrouper les Juifs, vous les mettez sur des nœuds ferroviaires. Et ensuite, les camps, on ne les construit pas n'importe où par rapport au réseau ferroviaire, etc. Et ensuite, toute cette logistique de train, c'est eux qui la gèrent. Ils vont même aller jusqu'à gérer l'aspect nutritionnel. Combien pour produire tel travail, le concentrationnaire doit avoir telle ration de calories, tel type de nourriture, etc. Donc ils vont vraiment intervenir dans un nombre de choses qui fait que si on les enlève, il n'y a plus tout cet aspect fascinant et horrible du Troisième Reich qui a impressionné les mondes d'affaires un peu partout sur la planète et qui a fait démonstration de puissance. Il y a une phrase que je voulais citer là-dedans qui m'avait beaucoup marqué, c'est, je crois que c'est à la fin du premier ou du deuxième chapitre, qui explique en gros que IBM, à chaque fois qu'ils apportent une solution, qu'ils proposent quelque chose, chaque solution on appelle une nouvelle, qui est déjà dans les cartons, ou qui peut être déjà disponible, et qui elle-même va appeler des nouvelles questions à résoudre pour les dirigeants nazis. Ce qui fait que d'une certaine manière, voilà, je cite une phrase là, à la page 93, à la fin, je crois que c'est du deuxième chapitre, qui dit « En fait, IBM a toujours eu une solution d'avance dès qu'il s'est agi de satisfaire le Reich, qui payait grassement les services rendus, et chaque solution conduisait à la suivante. » Et voilà, moi en lisant ça à l'époque, j'avais pas encore la cybernétique en tête, je me suis dit « Mais c'est à se demander qui pilotait qui pilotait quoi. Est-ce que IBM, d'une certaine manière, n'est pas en train, à sa manière, par ses propositions, à proposer un arbre de décisionnel qui est préétabli et qu'ils construisent eux-mêmes à l'avance, et d'une certaine manière, ils sont un peu pilotes dans cette histoire. Une autre phrase qui m'avait marqué, bon, je ne vais pas insister plus, mais dès les premières heures, durant les 12 années d'existence du Troisième Reich, IBM mit ainsi sa technologie à disposition du programme hitlérien de destruction des Juifs et de dénomination territoriale. IBM n'a pas inventé l'antisémitisme nazi, mais lui a offert des solutions, et c'est dans les faits commises avec lui. Comme tout progrès technologique, chaque solution nouvelle alimentait un regain de projets sinistres et de possibilités atroces. Voilà, bon alors après, c'est pas très bon pour le moral, mais ça valait le coup d'en parler. Pour dire que, en inventant la cybernétique, il y a d'une certaine manière des antécédents d'organisation, mécanisation, modélisation. Alors là, il n'y a pas les principes de rétroaction en cours, on est juste encore à l'époque statistique, recensement, mais on arrive déjà là, et on sent bien que la cybernétique naissante derrière peut faire ressurgir la bête d'une certaine manière, et d'où les préoccupations du journaliste, d'où les phrases de Wiener, etc. Aujourd'hui, justement, comment pourrait-on voir ceci à notre échelle? Je vais rebondir sur IBM, dans le sens où on pourrait penser que d'une certaine manière ils ont tiré les leçons de ce qu'ils avaient, du mal qu'ils ont fait à l'époque, mais dans une certaine mesure ils les ont tirés, mais pas pour se dire on fera plus ça, mais pour se dire on va le faire mieux. Et on va faire passer la pilule sans que ça crée un raidissement horrifié et légitime chez la plupart des gens. Donc il s'agit de l'amener maintenant en douceur et de faire adhérer les gens. Au lieu de leur imposer une espèce de discipline autoritaire, l'idée ça va être de les amener, plus ou moins malgré eux, on reparlera des problèmes d'acceptabilité tout à l'heure, vers un monde où tout va être fiché, tout va être pucé, tous les flux vont être mesurés, optimisés. IBM a ce grand projet, il appelle ça Smarter Planet ou Blue Planet. D'ailleurs c'est eux qui ont fait Deep Blue, la machine qui a réussi à battre un grand joueur d'échecs, je crois que c'était Kasparov. Bon, après, qui ne gagne pas à tous les coups, hein. Ça, c'est des petites choses, on reparlera aussi, c'est là que c'est intéressant, pour voir l'aspect modélisation à ses limites. Pour Smarter Planet, ils ont dépensé le plus gros budget publicitaire qui avait jamais été dépensé dans l'histoire de l'humanité au début du XXIe siècle. Et leur projet, entre autres, c'est de mettre de la puce RFID absolument partout. Alors c'est assez étonnant de voir ça, parce qu'on peut franchement faire le lien avec les cartes perforées. Ce qu'il faut savoir, c'est que IBM, pourquoi ils ont aidé les nazis? Alors il y avait une dimension idéologique, parce que Watson était clairement nazi, Ford aussi d'ailleurs, on n'en parle pas très souvent. On pense à la Fordisation, à ses voitures, tout ça, mais on oublie que c'est peut-être le pire antisémite que la Terre a jamais porté.
et qui a eu le plus d'influence en Occident sur le sujet, en distribuant avec ses deniers personnels le protocole des sages de Sion par exemple, en organisant tout un tas de choses, à savoir aussi que Hitler avait un poster de Ford dans son bureau du NSDAP. Watson, il est dans les mêmes eaux. Il a eu des petits problèmes au moment où les États-Unis vont prendre position contre les nazis parce qu'il était un peu le cul entre deux chaises. Il était aussi la personne décorée de la plus haute distinction jamais inventée par les nazis, et à l'époque il était directeur de la Chambre de commerce des États-Unis et de la Chambre de commerce internationale. Et les nazis, à l'occasion de sa décoration, ont organisé la fête la plus grande et la plus coûteuse et la plus importante sur le plan logistique qu'ils avaient jamais organisée. Ils ont fait venir les 100 plus grosses fortunes américaines, ils ont fait venir vraiment un monde incroyable, ils ont servi les mets les plus incroyables, enfin bref. Donc Watson est clairement compromis sur le plan idéologique, mais derrière il y a quand même des histoires de gros sous. C'est vrai que c'est ce qui motive le plus en général. Et ils ont pompé un fric formidable au Reich, mais ils se servaient sur les conquêtes, parce que les gars, les nazis, quand ils faisaient des conquêtes, ils récupéraient pas mal de richesses, et via la Déomag, et puis à la fin c'était très compliqué, ils faisaient des transferts par la Suisse pour récupérer les sous, mais c'était intéressé sur le plan financier bien sûr. Mais pour dire qu'à cette époque-là, par exemple, ils s'étaient bien démerdés sur plein de trucs, comme par exemple les fiches cartonnées nécessaires à faire tourner les machines, parce que les nazis les ont démontées, les machines d'IBM, pour essayer de monter eux-mêmes leurs propres machines et tout, mais ils n'avaient pas le carton qui allait avec. Et il y avait une sorte de formule secrète qui faisait que le carton, sinon ça s'enrayait, ça chiffonnait, enfin tout un tas de trucs qui faisaient que c'était super au point leur truc. Et ils amenaient les cartes perforées au régime nazi, et ils les amenaient des États-Unis, où après ils les ont fabriqués un peu en Europe autour, mais ça venait principalement des États-Unis. D'ailleurs, il y a des histoires, parce que des fois ils se sont fait couler des cargaisons, c'était la cata. Parce que le Reich, dans ces années où il se servait le plus d'IBM, il utilisait jusqu'à 5 milliards de fiches perforées par an. Pour les gens, les choses. Parce que les fiches perforées, ça ne servait pas que pour la logistique ou pour les juifs, ça servait aussi pour, on a parlé de l'automatisation boursière, mais on met aussi recenser chaque cheval, chaque mule, chaque chien, chaque arbre, pour faire vraiment de la statistique la plus profonde possible, c'est où en sont les forces de l'État et comment on va les gérer en optimisant. Et donc ils sont repartis dans le même truc, hein, avec une version bien plus cool, entre guillemets, sans apparemment la dimension fasciste, mais qui rentre derrière, on pourra en parler aussi tout à l'heure, évidemment, avec ce projet de mettre de la puce RFID partout. Alors là c'est pareil, c'est d'en distribuer par paquet de milliards et de plus en plus à tout pucer, tous les êtres vivants, les arbres, les objets de consommation. Je donnerai juste un ou deux exemples. Comment ils appellent ça, le smart code, enfin le code barre intelligent. C'est le principe qu'un objet, et c'est en test en Angleterre depuis un certain temps, au lieu de lui mettre un code barre qu'on scanne avec une douchette, on met directement une puce RFID. En prenant, il y a une pub qu'on trouve sur internet, il y en a plein des pubs pour Smart Planet de toute façon. Ils font aussi de la prédiction du crime. Enfin bref, je reviens à mon histoire qui marche pas d'ailleurs, mais qui permet de vendre beaucoup de matériel et de mettre la main sur les services de police d'une certaine manière au niveau renseignement, qui permet à la personne de ne plus passer en caisse en grande surface. C'est-à-dire qu'en passant juste entre deux bornes, un peu comme les antivols qu'on connaît aujourd'hui, les bornes, elles récupèrent les signaux des puces RFID pour savoir quels articles sont sortis. La personne sur lui, elle a une carte bleue avec puce RFID, d'ailleurs on nous les impose depuis un an et demi maintenant, ça devient assez compliqué pour un renouvellement de carte de ne pas avoir une puce RFID dedans. Il y en a d'autres cartes d'identité aussi, la biométrie est en train de s'installer via les puces RFID aussi. Et bref, la carte bleue passant dans les bornes avec les produits, on récupère des numéros qui, en faisant des recoupements informatiquement, permettent de savoir que c'est tel monsieur qui a tel compte en banque avec tant d'argent dessus, débit automatique, tels articles sont sortis, ça met à jour les stocks, etc. Il n'y a quasiment plus besoin d'intervention d'humain. Alors on peut dire c'est génial, moi je vais faire mes courses, je fais plus la queue, je prends directement sur mon besoin, je m'en vais. On peut voir ça sous cet angle-là, puis aussi on peut voir ce que ça crée comme traçage des individus, comme niveau de recoupement des informations pour en gros savoir toutes les pratiques des gens. Voilà, il y a la dimension totalitaire rampante, mais ça bien sûr il ne faut pas en parler. Hein. On va préférer toujours présenter le bon côté des choses, hein, comme ça m'avait marqué il y a quelques années chez mes grands-parents au journal télé de l'A3, de voir une association de motards qui militait pour que les motards mettent dans leur casque une puce RFID contenant leur dossier médical, que rien que les secours en arrivant, en scannant,
tout de suite voir l'identité, parce que des fois les papiers sont couverts de sang. Pour faire une transfusion, on ne peut pas savoir le groupe sanguin, tout là on le sait. S'il y a des piqûres à ne pas faire à cause d'allergies, on le sait tout de suite. Donc en gros, ça peut sauver des vies. Soyez prudents, mettez une puce dans votre casque. Et la prochaine étape, c'est sous la peau. Et une étape intermédiaire aussi, c'est pour les animaux. Et on va nous présenter ça comme oh, la petite fille elle a perdu son chien, alors on sait qu'il est passé par-ci par-là, parce que les bornes RFID ont remarqué que la puce de son collier est passée ici, est passée là. Il s'est fait renverser par une voiture, même truc, pour lui faire une piqûre, et pas un truc qui va l'intoxiquer en fonction de son dossier médical de petit chien, blablabla. On va toujours nous présenter ça sous le côté sécuritaire, assurant, plus pratique. Mais après derrière, en fait on impose le puçage aux chevaux en France. Pour les vaches c'est en cours et les paysans sont majoritairement contre, mais ils ont des stratégies pour leur faire accepter. On reviendra sur l'histoire d'acceptabilité dans un deuxième temps. Donc voilà, pour dire que tout ça finalement est revenu à la charge, surtout via l'informatique, parce qu'en passant des fiches perforées à l'informatique, on a fait un bond en avant dans la rapidité des calculs, dans le volume d'informations qu'on peut stocker et traiter. Oui. L'âme c'est la contrainte. Oui, alors voilà, alors après, oui, l'idée c'est de rebondir sur un bouquin aux éditions L'Échappée dans la collection Négatif qui s'appelle L'industrie de la contrainte, et c'est d'ailleurs ce petit livre qui m'a fait découvrir IBM et l'Holocauste. Ce petit livre explique très rapidement, mais donne quand même les axes essentiels de ce que je disais sur IBM et l'Holocauste. Et il va présenter 3 niveaux. Le premier niveau, en gros, je viens de le présenter là, le projet d'IBM. Alors ça vaut vraiment la lecture, parce que de voir un peu comment derrière ils font du lobbying et comment ils le font, etc. Après, la question qui se pose à la fin de la première partie du livre, qui est en 3 parties, c'est mais oui, mais ça sert à quoi de récolter des milliards et des milliards de données derrière, de toute façon, on ne peut pas les traiter. Donc vous inquiétez pas les gens, ils verront un peu ce qu'ils en feront plus tard, mais de toute façon, c'est pas... Vous affolez pas, on ne saura pas traiter tout ça. Si, on sait traiter tout ça, et de mieux en mieux. Et ce livre qui date de mémoire de 2008 ou 2007 avait déjà focalisé sur, par exemple, Thales, un gros groupe français qui a mis au point un logiciel utilisé en partie dans l'armée française, dans la gendarmerie ici, je crois, qui s'appelle, enfin, fait partie de l'armée, qui s'appelle Hypervisor, et ce logiciel est spécialement conçu pour digérer des volumes énormes de données, pour arriver à raffiner l'information, faire ce qu'on appelle maintenant du data mining, c'est-à-dire de donner un sens aux données, sachant que, au passage, petite parenthèse, rien qu'avec les métadonnées, c'est-à-dire sans savoir le contenu, mais juste une transaction informationnelle de qui à qui elle va, à quel moment, et quelle est la fréquence, et quels sont les correspondants de chaque entité, etc., on peut reconstruire un maillage sociétal hallucinant pour comprendre qui connaît qui parle de qui avec quoi, même sans voir le contenu. Suivant les événements qu'il y a eu et de voir le déclenchement, les booms informationnels qu'il peut y avoir, on peut deviner en gros une certaine partie des contenus, et sans avoir les contenus. Déjà ça c'est assez balèze, mais maintenant ils sont dans l'analyse des contenus. Alors c'est vrai qu'on ne sait pas digérer ça en temps réel. Pour l'instant ils se contentent d'archiver parce qu'ils misent sur le fait que dans l'avenir, ils ont des machines beaucoup plus puissantes et des algorithmes beaucoup mieux foutus pour éplucher ça dans tous les sens. Mais potentiellement avec tout ce qui est archivé, d'ailleurs moi j'ai tendance à faire un peu rire au nez avant que Snowden lance son alerte, par le fait que j'avais compris, de par ce qu'était Internet tel que je l'ai appris à l'école et de qui l'a inventé et comment ça fonctionne, qu'il y a un côté espace de liberté, mais il n'y a pas que ça, et il y a aussi un double tranchant à cette histoire et qui est peut-être beaucoup plus négatif que ce que ça semble nous apporter, même si quand on s'intéresse, c'est quand même super d'avoir des conférences sous la main et puis là, passer de l'info sur Internet, mais au fond, quand on fait le pour et le contre, moi je ne suis pas convaincu de la pertinence de ça. Alors je ne vais pas rentrer dans ce débat là maintenant, mais à savoir que les transactions numériques et leur généralisation sont corrélées au fait que ça intéresse énormément les sociétés de renseignement et que ces informations-là sont archivées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que tout le monde est sur écoute. Être sur écoute, ça veut dire qu'il y a des humains qui ont un casque sur les oreilles derrière et qui écoutent. Là, c'est les machines qui écoutent, et elles écoutent, c'est-à-dire que déjà elles stockent l'info, et ensuite elles essayent de raffiner pour en sortir des profils automatisés, suivant les critères demandés par l'opérateur, voire même de faire plusieurs niveaux de raffinement automatisés, pour avoir l'information disponible sous tout un tas d'angles pour qui la voudra. Le fait est que
faut bien se mettre ça dans la tête, même si c'est pas rigolo, que toute transaction électronique qu'on fait, que ce soit le téléphone portable ou fixe, que ce soit la navigation internet, toute transaction internet, que ce soit même les SMS, etc., tout ça c'est archivé, et c'est un peu comme dans la justice américaine, tout ce qu'on dit pourra être retenu contre nous plus tard. Le fait est que l'épluchage de tout ça, bon après les lois sont pas censées être rétroactives, mais en gros les systèmes de big data et ceux qui les gèrent auront l'info du passé avec de plus en plus de finesse avec le temps. Et plus on avance, plus il y aura une capacité à traiter cette information en temps réel, au moins pour ce qui est immédiatement pertinent, et toujours cette idée d'archiver pour éplucher, rééplucher. Et après, les manières de collecter l'information sont aussi de plus en plus élargies, parce que maintenant l'État a franchement pris le relais avec tout le système de fichage qui se sont mis au point, avec le fait que ça commence dès l'école, tous les types de fichiers qui sont apparus depuis un certain temps. Et puis aussi les lois qui poussent, qui restreignent les libertés et qui poussent à rentrer dans cette société sécuritaire pour nous défendre du terrorisme, etc. Tout ça est un espèce d'élan qui nous emmène vers une société qu'on commence à sentir arriver là. Et cette collecte d'informations, elle se fait encore mieux que d'imposer une empreinte génétique à un faucheur d'OGM volontaire ou ce genre de choses. Maintenant, on généralise ce genre de procédure à presque tous les délits, mais il y a quand même un espèce de côté contraignant parce qu'on est obligé de donner son empreinte génétique, sinon on risque 15 000 € d'amende et 1 an de prison. Mais d'un autre côté, l'idée des réseaux sociaux, elle est magique, et c'est aussi pour ça que ça a été beaucoup financé par le renseignement, notamment Facebook, c'est que les gens alimentent eux-mêmes maintenant en données le système. Et l'apparition des smartphones a fait que maintenant les gens ont des applications qui sont de plus en plus intimes, jusqu'à quel est mon battement cardiaque quand je vais faire un jogging, ou quels sont mes cycles de sommeil la nuit pour que ça mette le réveil au bon moment, pour que je me réveille pile en étant frais, ou tout un tas de trucs. Enfin, je connais pas toutes les applications, il y en a des milliers, c'est exponentiel d'ailleurs, il y en a de plus en plus. Mais le fait est qu'on renseigne quelque chose de connecté, donc les data centers récupèrent toutes ces infos, et les gens les alimentent de plus en plus. Ont de plus en plus au lieu de s'offusquer de la disparition du public privé, ils ont tendance à rentrer dans un délire exhibitionniste. Pour moi, c'est pas mal ça, quoi. Et du coup, alimenter eux-mêmes le système. Troisième partie de l'industrie de la contrainte, c'est l'aspect, alors Minatech qui est une branche du CEA, et une branche de Minatech qui s'appelle Clinatech. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu tout ce qui est nanotechnologie, biotechnologie, neurotechnologie. Je vais juste parler un petit peu de Clinatech, c'est là-dessus qu'ils focalisent dans l'industrie de la contrainte, pour montrer déjà à quel point l'interface homme-machine est avancée, à quel point l'interaction avec le cerveau en direct est développée. Donc je répète, ça date de 2007-2008. À l'époque, on sait déjà faire à Clinatech, par exemple, voir une pensée très basique. Par exemple, quelqu'un, on lui montre des images, on lui pose... Alors au début, on leur mettait des électrodes dans la tête aussi, ça c'est à savoir, on leur plantait des électrodes. Et là, ils en sont déjà arrivés à un petit pod qu'on pose sur la tête, comme dans le film Existence de Cronenberg, ou un film plus récent comme Inception, où il se pose une espèce de petite calotte sur la tête, qui en gros est capable de lire les signaux d'encéphalogramme, avec énormément de précision, les petits champs électromagnétiques, et encore mieux capable d'écrire aussi. C'est-à-dire que c'est le principe d'induction, quand un courant électrique passe dans un fil, là ça va être l'axone entre deux neurones, donc le courant crée un petit champ magnétique autour de lui, et inversement, à partir du moment où on impose un champ magnétique, ça fait un courant induit, c'est-à-dire que le champ magnétique va faire circuler un courant dans le fil, entre guillemets, quoi. Donc, je reviens sur la petite expérience. Quelqu'un, par exemple, on lui fait regarder des photos et on regarde les signaux électriques très précisément, électromagnétiques très précisément, et au bout d'un moment, on finit par, entre guillemets, comprendre, ou par copier-coller, dire bon bah ça c'est quand il regarde telle image, ça c'est quand il regarde telle image. Donc après la personne elle s'enferme dans la pièce,
Bon, il y a quand même une caméra qui contrôlait tout, mais en direct, les gars qui suivent sur ordinateur, ils disent, tiens, ils regardent le temps, et puis tiens, de telle seconde à telle seconde, il regarde telle image, ah ben maintenant il regarde telle image, maintenant il regarde telle image, tiens, il revient à la première, tiens, et puis après on vérifie sur la bande vidéo, et c'est ça, il se bourre pas. Et dans l'autre sens, la personne qui a son petit pod sur la tête, là on envoie un courant, et la personne, hop, elle voit une image. On a sollicité une zone de son cortex visuel, dans l'arrière du crâne, et on lui a fait voir une image, il ne l'a pas vue devant ses yeux, mais il l'a vue dans sa tête. Tout comme on peut dire, tiens, sur ce mur, je vois une rose. Et voilà, je l'imagine, très bien, je pourrais regarder, il n'y a pas de rose sur le mur, mais je peux la voir quand je veux. Et tout à l'heure, si je veux m'en souvenir, je m'en souviendrai. Pour dire que c'est pas parce qu'on l'a pas vu avec nos yeux que c'est pas passé dans le cortex visuel et que c'est pas dans la mémoire. Et après, quand il ressort de la pièce et qu'on lui a imposé cette image, on va lui dire, alors, ah bah si, j'ai vu ça, et il l'avait jamais vu avant. Donc ça, c'est des balbutiements, hein, parce qu'après, il y a un centre d'études du cerveau à Toulouse, il y en a à Grenoble, il y en a aux États-Unis, ça avance, ça galope, hein, tout ça. Et j'ai même eu écho, je sais pas si c'était un canular, mais je crois que c'était de source officielle qu'ils avaient en projet de monter un détecteur de pensée raciste. Là, ça va super, super loin. Ça veut dire quand même qu'il va falloir arriver à un niveau de scrutage dans l'activité cérébrale de quelqu'un, qui en plus c'est hyper flou à définir, enfin c'est... Mais on va vers ce genre de truc. Je veux dire, j'espère que c'est un canular, mais je crois que ça n'en était pas un. Et il y a des gens qui prennent ça très au sérieux de toute façon dans les milieux officiels, même si c'est pour dans quelques décennies. À partir de ce moment-là, il y a vraiment une possibilité cybernétique extraordinaire, puisque on peut se substituer au libre arbitre. On peut implanter des souvenirs à quelqu'un de quelque chose qu'il n'a pas vécu. On peut lui donner une certaine image du monde. On peut reformater, entre guillemets, ses schémas cognitifs. C'est un peu comme dans le gars dans Matrix, là, Neo, il apprend le Kung Fu en 3 minutes, là, avec son aiguille dans le cou. Bah, là, il n'y aura même pas besoin de l'aiguille dans le cou, et on peut faire passer n'importe quoi, y compris à l'insu de la personne. Je ne sais plus si c'est dans l'esprit de la contrainte, mais je sais qu'ils sont en train de travailler maintenant, non plus sur des pods, mais sur des choses qui permettraient de créer un champ magnétique local avec la même finesse que le pod, à distance. C'est-à-dire qu'il s'agirait de mettre ce genre d'appareil en parallèle du système de vidéosurveillance. Et donc d'envoyer un rayon dans la tête des gens, voilà, ils sont un peu agressifs, là ils font une manip, bon allez hop, ils se calment, on les fait rigoler, on leur donne envie de rentrer chez eux, on leur donne envie de se gratter, enfin, on fait ce qu'on veut quoi. Et on leur fait penser ci, on leur fait penser ça, enfin bon, c'est pas aussi simple que ça bien sûr, mais il y a une tendance là quand même, il y a quelque chose que dénonce l'industrie de la contrainte. Et d'ailleurs, je dirais que c'est quand même un des derniers refuges, c'est-à-dire que même dans les périodes de dictature les plus totalitaires qu'on ait connues, même parmi les plus récentes, on a toujours, entre guillemets, la liberté de penser. C'est-à-dire qu'on peut toujours se soumettre, mais pas en penser moins. Là, on arrive à un stade où il n'y a plus de limite, quoi. Là, on peut... Voilà, on n'a plus de refuge.